à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo recommandation. Vous avez très certainement déjà entendu cette phrase comme quoi aujourd'hui les scénaristes n'ont plus d'idées et se contentent d'adapter des œuvres de fiction en série. Et je rejoins totalement cette idée, il suffit de voir aujourd'hui, c'est de cela dont je vais vous parler. Je vais vous recommander 5 séries adaptées d'œuvres de fiction que j'ai lues et que j'ai adoré aussi bien dans l'original que dans l'adaptation. Il y a une série de mangas dont est adaptée la série dont je vais vous conseiller et un roman que j'ai un peu moins aimé mais dont j'ai adoré une de ses nombreuses adaptations. D'ailleurs, ne vous étonnez pas de ne voir aucune adaptation de Sherlock Holmes dans cette vidéo. Je vous prévois une vidéo spéciale adaptation Sherlock Holmes qui sortira avant la fin de l'année sur la chaîne, mais je ne sais pas quand exactement elle aura lieu. Mais sachez que c'est prévu parce que pour Sherlock Holmes, il y a de quoi faire, croyez-moi. Donc j'ai choisi 5 séries de nationalités différentes. Il y a 2 séries américaines et 3 séries asiatiques, mais de pays différents. Et je vous propose de commencer tout de suite avec la première série qui nous vient du Japon et qui est celle qui est adaptée d'un manga japonais qui est L'école emportée, et le nom de la série adaptée est Long Love Letter. Donc L'école emportée, c'est un manga qui est assez connu dans le milieu du manga, qui ne s'est pas trop exporté dans le grand public, le public large, comme One Piece ou Naruto. C'est un milieu un peu plus fermé, mais c'est quand même une série qui est très appréciée dans le milieu du manga. Et donc Long Love Letter, c'est une série qui est japonaise, comme je le disais, qui est sortie en 2002 et qui a notamment parmi ses acteurs, des acteurs qui sont devenus aujourd'hui très connus, dont 2 qui étaient déjà très populaires à l'époque. Je vais parler de Kubozuka Yusuke et de Kokiwa Takako, qui étaient déjà 2 acteurs très appréciés à l'époque. Et parmi la panoplie d'acteurs qui se sont révélés suite à cette adaptation, il y a notamment Yamashita Tomoisha, aussi connu sous son surnom Yamapi, qui aujourd'hui est surtout connu pour avoir joué dans des séries comme Alice in Borderland ou le remake des Gouttes de Dieu sorti cette année. C'est un acteur vraiment très populaire en ce moment au Japon et même dans le monde entier, j'ai envie de dire. Les acteurs ont joué dans cette série sortie en 2002 qui peut paraître un peu vieillissante, c'est vrai, aujourd'hui, avec des effets spéciaux qui datent un peu. C'était vraiment au début des années 2000. Mais je vais quand même vous faire un petit résumé avant toute chose. 2 adultes au début qui se rencontrent, qui tombent amoureux. Donc il y a Yuka Misaki qui est fleuriste et Akio Azami qui est étudiant à ce moment-là, qui vont se perdre de vue malgré le fait qu'ils tombent tous les 2 amoureux. Il va y avoir un accident qui va les séparer, ils vont plus se revoir. Ils vont se retrouver par hasard quand Yuka doit livrer un bouquet de fleurs au lycée où travaille Azami. Et à ce moment-là, en fait, il y a une classe spéciale rattrapage pour les lycéens qui ont raté leur examen, avec quelques professeurs qui sont là aussi pour terminer l'année. Et à ce moment-là, ce jour-là, il y a un tremblement de terre qui fait disparaître le lycée. Il y a un énorme trou qui apparaît à son emplacement sur Terre et eux réapparaissent dans un endroit qui est totalement désert. Donc, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont plus là? Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent là-bas? Tout ça, ce sont des mystères que je vous invite à découvrir en regardant cette série. Et vraiment, je vous en conjure, ne vous laissez pas avoir par le premier épisode si il ne vous plaît pas, parce que pour vous, ça ressemble juste à une comédie romantique. Vraiment, ce premier épisode n'est absolument rien par rapport à tout ce que promet la série par la suite, à tous les mystères que vous allez avoir à résoudre et à suivre en même temps que les personnages, parce que je ne peux même pas vous révéler quel est le thème principal ni même le genre principal. Ce serait vous spoiler des surprises que j'ai eues moi-même en découvrant les réponses au fur et à mesure des épisodes. Rien que le nom de la série, Long Love Letter. Pourquoi le nom de cette série alors que le nom de base
du manga, c'est l'école emportée. Ça n'a rien à voir, on est d'accord. Ça peut même porter confusion parce que pour nous, ça nous fait justement penser à une série romantique, alors que ce n'est absolument pas le cas. Il y a effectivement de la romance, mais c'est vraiment très minime par rapport à tout ce que la série propose en termes d'intrigue et par rapport à l'évolution des personnages qui est exceptionnelle dans cette série par rapport au tout début du premier épisode. On suit vraiment un groupe qui est amené à évoluer ensemble, à se faire confiance, à apprendre à se faire connaître. De toute façon, ils vont pas avoir le choix, ils sont dans un milieu hostile, dangereux du coup, qu'ils ne connaissent pas. Ils vont devoir s'entraider entre eux. Et tout ça réuni en fait vraiment une intrigue incroyable à suivre du début à la fin. Je ne veux pas trop vous en révéler plus, c'est très compliqué de faire un résumé comme il faut de cette série sans spoiler, c'est vraiment très compliqué à faire. Et je vous encourage vraiment à aller regarder ce drama japonais, cette adaptation de ce manga que moi, pour le coup, c'est très rare que ça m'arrive, mais j'ai vraiment préféré l'adaptation série par rapport au manga de base. Déjà parce que dans le manga, c'est une école primaire jumelée avec une école maternelle qui disparaît. C'est vraiment tous les élèves et tous les professeurs, les enfants de cette école primaire et les enfants de l'école maternelle qui disparaissent. Et du coup, dans les réflexions de certains de ces personnages dans le manga, il y a des choses qui me paraissent complètement incohérentes par rapport à l'âge des personnages, qui réfléchissent et qui agissent de manière beaucoup trop mature pour leur âge. Par exemple, un exemple tout bête, mais qu'un enfant de 10 ans arrive à déceler la peste chez quelqu'un, une maladie qu'il n'a même pas connue parce que elle a disparu il y a des centaines d'années, alors que dans la série, du coup, comme c'est des lycéens qui s'engagent déjà à faire des recherches pour leurs futures études, qu'ils ont déjà une bonne marge de compréhension par rapport au métier qu'ils veulent faire plus tard, et du coup, ils ont plus d'informations sur le personnage qui est passionné de la médecine, par exemple, qui veut faire médecin. Du coup, ça me paraît beaucoup plus vraisemblable que lui, à la limite, détecte une peste, même si ça reste quand même gros par rapport aux symptômes qui sont décrits, alors que par rapport à un enfant de l'école primaire, qu'un lycéen le détecte, ça me paraît quand même un peu plus plausible, entre guillemets. Et donc il y a plein de petites incohérences comme ça qu'il y a dans le manga, que du coup le drama gomme un peu par rapport aux âges et aussi à la façon de réfléchir et aux attitudes de certains personnages qui sont un peu exagérés dans le manga et qui seront déjà plus travaillés, plus expliqués. Pourquoi si un personnage agit de façon totalement démesurée, la série va prendre plus le temps d'expliquer pourquoi il agit comme ça, que dans le manga c'est fait de manière très exagérée. Et du coup réfère la série au manga, mais c'est un manga, comme je le disais, qui est très connu, très apprécié dans le monde du manga, qui a une certaine notoriété. Donc je vous conseille vraiment de découvrir cet univers si vous ne la connaissez pas. Ensuite, passons à une série américaine. Et là, je vais vous parler de l'adaptation Netflix des Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire. Alors, je prévois aussi de faire une vidéo spéciale sur cet univers-là, qui fait partie des sagas littéraires qui ont littéralement changé ma vie de lectrice quand j'étais adolescente, qui est une saga chère à mon cœur, bien plus que Harry Potter ou Narnia ou toutes ces grandes licences-là. Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire m'a vraiment marqué, particulièrement dans ma façon de consommer le livre aujourd'hui, et notamment par rapport au style d'écriture et de la narration de l'auteur. Donc la série est scénarisée par Daniel Handler, qui est justement l'auteur d'origine des Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire, sous le pseudonyme de Lemony Snicket, qui est aussi le narrateur. Découvre un peu plus tard un personnage qui prend un peu plus d'importance, en plus de faire la narration de cette saga. Et donc on retrouve Lemony Snicket dans la narration de la série en voix off, et après aussi en figure bien présente en tant
que personnage bien présent. Il y avait déjà eu un film sorti en 2006 ou 2007 par là, avec un casting phénoménal. Il y avait Jim Carrey, Meryl Streep, Jude Law pour ne citer que. Et pourtant le film n'avait eu qu'un succès très mitigé à l'époque. Le film que j'ai vu personnellement le plus dans ma vie, c'est peut-être pas le film que j'ai le plus vu. On peut se poser la question par rapport à Mary Poppins, que j'ai vu aussi énormément de fois, mais c'est un de mes films préférés, et déjà j'adore le film. Du coup j'étais très contente à la fois que Netflix récupère les droits pour en faire une série et vraiment cette fois adapter tous les livres, puisque le film ne se contente que d'adapter les 3 premiers tomes. Là, la série Netflix adapte tous les tomes, donc j'étais plutôt contente, mais c'est vrai que j'avais un peu peur quand ils ont annoncé le choix de l'acteur pour le Comte Olaf, qui est Neil Patrick Harris, donc qui doit quand même se mesurer à l'interprétation géniale de Jim Carrey. Et en fait, Neil Patrick Harris se débrouille vraiment merveilleusement bien. Il s'est vraiment appliqué à fond dans la série, puisque c'est même lui qui chante le générique, dont les paroles changent à chaque épisode pour mieux coller aux histoires des épisodes, et on retrouve vraiment totalement l'ambiance burlesque, déjantée qu'il y a dans les livres. D'ailleurs, je vais vous faire un petit résumé très rapide de cet univers-là. On suit les 3 enfants Baudelaire qui apprennent la disparition de leurs parents dans un incendie et qui vont devoir se changer de tuteur de Tom en Tom, puisque le premier tuteur qui va les accueillir chez lui, c'est le comte Olaf, un oncle à eux, dont le véritable but est de mettre la main sur leur fortune, puisque leur famille, leurs parents sont très riches, et le comte Olaf, lui, tout ce qu'il veut, c'est mettre la main sur la fortune de leur famille, quitte à cela pour tuer les enfants, pour mettre la main sur l'héritage. En tant que membre de la famille, comte Olaf revient en tant qu'antagoniste principal de Tom en Tom, sous des déguisements et des profils de personnages différents dans la série, et du coup ça en fait un antagoniste assez particulier aussi à suivre, et un personnage génial pour un acteur à interpréter, parce que du coup à chaque fois il doit jouer des caractéristiques très différentes selon les déguisements du comte Olaf. Et les orphelins Baudelaire, c'est un thème qui est très burlesque dans son ambiance, toujours très exagéré, notamment le fait que les adultes ne croient jamais les enfants, et du coup les 3 enfants ne peuvent compter que sur eux-mêmes à chaque fois qu'ils croisent le comte Olaf. Les adultes n'arrivent pas à leur faire confiance. Pour eux, c'est des enfants, donc ils s'amusent entre eux. À chaque fois qu'ils tentent de prévenir leur tuteur que le comte Olaf est dans le coin, il va tenter quelque chose d'horrible, il faut se protéger, les adultes ne vont pas les croire, et du coup forcément il va y avoir un meurtre ou un accident ou quelque chose d'horrible par la suite. C'est vraiment une intrigue, un univers qui m'a toujours beaucoup plu. Daniel Handler avait confirmé à ses fans qu'il avait laissé suffisamment d'indices à travers les tomes pour pouvoir trouver tous les mystères qu'il n'a pas résolus en tant que tel, mais nous en tant que lecteurs on a suffisamment d'indices pour pouvoir les résoudre, et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment un trait de génie d'avoir fait ça, parce qu'à chaque lecteur, à chaque lecture, on va trouver quelque chose de différent, un élément qui nous avait échappé à la lecture précédente, même dans le nombre de références sur la pop culture britannique, des choses que je ne connaissais absolument pas et que j'ai découvert uniquement grâce aux orphelins Baudelaire. Grâce à ces références parmi les noms des personnages, ce sont parfois même des personnages qui ont réellement existé et qui ont marqué l'histoire de la culture britannique, des figures que nous on ne connaît absolument pas. Et c'est plein de choses comme ça qui fait qu'à chaque lecture on découvre quelque chose de nouveau. Et moi j'adore ça. Et Daniel Handler réussit le pari à rendre la série encore plus détaillée que les livres, à apporter plus d'éléments, et c'est ce qui en fait une adaptation très réussie, voire même meilleure que l'original. Ensuite, je vous propose de continuer avec une adaptation des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas, mais adaptée par des Coréens. Et oui, c'était pas gagné d'avance, forcément c'est un peu compliqué,
d'adapter une histoire qui fait partie même de l'histoire avec un grand H français, les romans de cap et d'épée, les romans d'aventure historique, comme ça, avec une ambiance très unique dedans, que n'ont pas forcément les Coréens, et pourtant ils ont réussi à faire une adaptation plutôt potable. Pour moi, c'est une adaptation qui n'avait pas fait tant parler de ça déjà à l'époque de sa sortie, et qu'il y avait des avis très mitigés sur cette adaptation-là, justement à cause de l'humour et de la façon dont l'ambiance a été retranscrite à l'écran par rapport au roman d'Alexandre Dumas. La série porte énormément sur l'humour et sur les anachronismes, alors du coup ça peut déranger certains. Moi j'adore quand justement ça joue sur la temporalité, sur les anachronismes, quand il y a des références sur la pop culture qui n'est pas censé y avoir parce que ça n'existait pas à l'époque. Moi j'adore ça, j'adore déceler tous ces éléments-là. Et du coup ça m'a beaucoup plu, ça ne m'a absolument pas dérangé. Parfois même on a des musiques qui n'ont pas lieu d'être dans une série historique, qui peuvent parfois même vous sortir de l'ambiance historique, parce que c'est des musiques beaucoup plus énergiques, pop, voilà, qui sortent un petit peu de l'ambiance d'époque. Moi j'ai adoré personnellement, j'ai trouvé que ça rajoutait du rythme. Musique, je trouve, apportait quelque chose de plus drôle et de plus léger à la réalisation. Il y a eu des éléments qui forcément ont été modifiés pour que ça s'adapte mieux à une série historique coréenne, donc notamment la présence d'un triangle amoureux qui était plutôt évident quand on y pense et quand on connaît les codes des séries historiques. Par exemple, il y a un triangle amoureux entre Milady et deux personnages masculins, enfin l'équivalent de Milady et deux personnages masculins que je vais pas citer, mais je pense que si vous connaissez l'histoire des Trois Mousquetaires et les codes des dramas historiques coréens, surtout de l'époque parce qu'ils datent de 2014, vous pouvez deviner qui sont les deux personnages masculins qui se battent pour l'équivalent de Milady dans cette adaptation-là. Moi, je suis pas trop fan, vous le savez, des triangles amoureux, c'est pas mon truc. Du coup, il y a une autre romance qui m'a beaucoup plu côté couple royal. Et c'est plein de petits éléments comme ça que les Coréens ont réussi à ajuster à leur sauce, même typiquement français comme intrigue. Donc voilà, c'était pas du tout évident à adapter et je trouve qu'ils s'en sont bien sortis. Je suis totalement consciente que la série a mal vieilli, alors que le roman, j'étais un peu plus déçue par la lenteur de l'écriture de Alexandre Dumas qui me correspondait pas. C'est un univers que j'adore voir et dont j'adore l'histoire. Du coup, j'ai été un peu déçue en lisant le roman par rapport au rythme et au style d'écriture d'Alexandre Dumas que j'ai trouvé un peu vieillot. Après, c'était peut-être l'édition en elle-même qui ne me correspondait pas. Voilà, j'ai été un peu déçue par la lecture de ce roman. Par contre, j'adore voir des adaptations sur cet univers-ci. Ensuite, passons au Magicien, donc de livre Grossman, que j'avais adoré découvrir à l'époque. Je sais que rien que les livres ne plaisent pas à tout le monde, les critiques sont assez mitigées. Très souvent, c'est soit on adore, soit on n'aime pas. C'est vraiment mi-figue, mi-raisin. Et en gros, pour résumer les Magiciens, si vous aimez Harry Potter et Narnia, je trouve que c'est une très bonne comparaison de dire que c'est un Harry Potter et Narnia pour adultes. Surtout que l'auteur ne s'est jamais caché de s'être très largement inspiré des romans de Narnia pour pouvoir créer son propre univers. Il y a énormément de références sur le monde de Narnia dans ses écrits. L'année dernière, j'ai repris la série. J'avais laissé tomber à la fin de la saison 1 parce que j'avoue que la série reprend totalement l'ambiance des livres et du coup ça en fait une ambiance très particulière, très unique à regarder. Je peux concevoir dérangeante par moments, notamment dans la façon dont c'est filmé et dont c'est réalisé. Je peux totalement le comprendre puisque ça retranscrit en fait finalement très bien l'ambiance particulière que j'ai retrouvée dans les livres en les lisant. D'ailleurs j'aimerais beaucoup les relire pour vous faire une vidéo comparative plus complète sur cet univers là. Et du coup l'année dernière j'ai tout revu, j'ai tout repris la saison 1 et j'ai tout regardé. Je me suis dit mais
c'est génial. Pourquoi j'avais abandonné à l'époque, j'ai adoré. Il n'y a pas un personnage que je n'aime pas. Alors peut-être Quentin qui est considéré comme le personnage principal, mais sinon, hormis lui, et justement, j'ai beaucoup aimé le fait que la série prenne des distances par rapport à ce personnage-là, qui n'est plus forcément considéré comme le personnage principal dans la série au bout d'un certain nombre d'épisodes et de saisons surtout. Mais par contre, tous les autres personnages principaux, il n'y en a pas un seul que je n'ai pas aimé. J'ai adoré Alice, j'ai adoré Penny, j'ai adoré Julia et même Margot. Et surtout Elliot, je sais que je ne suis pas du tout originale en disant ça, mais Elliot c'est mon personnage préféré. Et il est tellement drôle, il est tellement attachant. Ses répliques dans la série, ce sont les meilleures répliques de la série. C'est quoique on peut faire une compétition avec le personnage de Penny qui est aussi très marquant dans ses répliques, mais pour moi c'est Elliot qui a les meilleures répliques, et déjà dans les livres aussi. J'ai adoré aussi les relations entre les personnages qui sont loin d'être évidentes. Ils deviennent petit à petit tous amis, mais après dans la suite, quand il y a plus des romances qui se développent entre eux, c'est beaucoup plus original, je trouve, la façon dont c'est développé. Il y a même un trouble à un moment donné que j'adore cette relation entre eux, ce trouble qui est tellement inconcevable quand on se lance dans cette aventure. On se doute pas un seul instant que l'auteur, à l'époque où c'est sorti, un trio comme ça amoureux, pas un trio mais vraiment un trio amoureux, bah, c'était déjà osé, mais que la série le reprenne et même va plus loin dans cette relation-là, c'était tellement bien fait, j'ai adoré. Et puis ça reste particulier dans la manière dont c'est traité, et même dans la manière dont la magie est traitée. C'est une façon assez unique de parler de la magie et de la faire évoluer, que moi ça m'a beaucoup plu, et ça en fait une de mes sagas fantasy préférées. Fantasy, fantastique, je sais pas trop où la situer parce qu'on voyage entre les mondes. C'est vraiment une série que je vous conseille absolument si vous aimez tout ce qui est fantastique, fantasy. Et donc on arrive à la dernière série que je vous conseille, qui elle pour le coup est très connue, très populaire. Ça a eu un succès mondial. Je veux parler de The Untamed, une série chinoise adaptée d'un roman fantasy chinois, traduit chez nous sous le nom du grand maître de la cultivation démoniaque aux éditions Bookmark. Et c'est une saga qui, pour moi, il y a eu vraiment un avant et un après quand j'ai découvert cet univers. Quand ça a été une découverte phénoménale. Je ne saurais pas décrire. En fait, c'est un coup de cœur tellement énorme qu'on a du mal à mettre les mots dessus. D'ailleurs, ça a été la chronique la plus compliquée que j'ai eu à écrire sur mon blog. Je vous la mets en barre de description parce que j'en suis très fière. Je vous jure que j'ai jamais autant galéré à mettre mes mots sur mon avis pour une œuvre comme ça. Et ça m'a aussi changé dans ma consommation des séries, puisque depuis je regarde beaucoup plus de séries chinoises, notamment fantasy. C'est pas forcément la première série que je vous conseillerais de voir si vous connaissez absolument rien à la fantasy chinoise et au code de la fantasy chinoise, parce que c'est une intrigue très complexe. À la limite, je vous conseillerais même d'aller regarder d'abord l'anime, toujours en cours de parution, et la série est peut-être plus simple à aborder dans ce sens-là. Enfin, l'anime est peut-être plus simple à aborder en premier, ensuite de se diriger vers le drama. La réalisation, je trouve qu'elle tient la route. Personnellement, je trouve qu'il y a des paysages magnifiques, des costumes magnifiques. Vraiment, ça en met plein la vue pour moi. Malheureusement, il y a les effets spéciaux qui cassent un peu tout ça. Et sinon, si ça vous correspond pas visuellement, je vous le dis, vous allez passer à côté d'une intrigue mais incroyable, une histoire vraiment qui m'a passionnée du début à la fin. C'est aussi une série très complexe à résumer, déjà que l'intrigue en elle-même est compliquée à suivre. On suit notamment ce Wen Wuxian qui décide de sauver les innocents du clan Wen, qui part de son côté et forme son propre clan à lui. Et en fait, il va se laisser emporter par le pouvoir qu'il est en train de se développer
bien malgré lui pour tenter de sauver ces gens-là, alors que c'est un pouvoir considéré comme démoniaque par les gens de son peuple. Et du coup, tous les autres clans décident de se réunir pour essayer de vaincre Wei Wuxian, qui n'arrive plus à contrôler ce pouvoir-là et qui le tue. Et on retrouve Wei Wuxian qui renaît dans un autre corps 16 ans plus tard et qui doit venger la personne qui l'a fait revenir, et entre autres aussi essayer de trouver qui est le véritable coupable qui lui a fait perdre ses pouvoirs il y a 16 ans en arrière, et essayer de résoudre tous les mystères qu'il y a autour de ce complot-là qui lui a fait perdre ses pouvoirs et sa renommée de l'époque. Et il va pouvoir s'aider de Nen Wonji, qui est le seul ami qui regrette de ne pas avoir eu l'occasion de le sauver à cette époque-là. Et donc Wenwiji va tout faire pour essayer d'aider son ancien ami qu'il a bien malgré lui laissé tomber à l'époque de la guerre. Et vraiment, c'est un résumé très résumé que je vous ai fait là. Et vraiment avoir des retournements de situation, des révélations complètement inattendue. Et comme je vous le disais, l'autrice joue vraiment sur la psychologie de ses personnages, et chez elle il n'y a tout simplement pas vraiment de héros ni d'antagoniste. Tout le monde a quelque chose à se reprocher, même finalement celui qui se révèle être le grand méchant derrière, qui tirait toutes les ficelles, même lui au final il est beaucoup plus complexe qu'un simple antagoniste qui était contre le héros. C'est vraiment, l'autrice joue là-dessus. La série reprend les codes de l'œuvre originale, même s'il y a énormément de censure, parce que dans le livre, à l'origine, les héros sont censés, donc Wei Wuxian et Lan Wonji sont censés finir en couple. Et bien sûr, la Chine, qui dit Chine, dit censure de l'homosexualité à la télé. Et du coup, rien que ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans la série. Mais à côté de cela, il y a aussi plein d'autres choses que les producteurs ont adouci, notamment les traits des personnages. Dans les livres, Wei Wuxian est déjà beaucoup plus complexe à définir que ce qu'il est dans la série, qui est déjà hyper intéressant à voir développer, à voir évoluer et à analyser comme personnage. Donc, au-delà de toutes les censures, je trouve que la production a quand même réussi à garder le cœur de l'intrigue, et ce qui fait que les personnages sont aussi intéressants dans les livres. Donc c'est vraiment un très gros travail d'adaptation qui est eu derrière, et je vous encourage vraiment à vous lancer dans cet univers-là si ce n'est toujours pas fait. Si les romans vous bloquent par rapport à l'intrigue complexe, si vous avez peur par rapport à la série, regardez au moins l'animé. L'animé se regarde tout seul vraiment. Donc voilà, c'est là-dessus que je conclus cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Dites-moi s'il y a parmi ces séries-là et ces livres-là des œuvres que vous avez lues, que vous avez vues. Si vous voulez une partie 2, parce que forcément c'est un sujet, il y a énormément de livres qui ont été adaptés en série et même en film. Si vous voulez que je vous fasse une partie film, je regarde beaucoup moins de films que de séries, mais j'ai quand même pas mal d'éléments de mon côté pour pouvoir vous faire une partie 2 si vous êtes intéressé. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.